Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce Tools in Action. Donc on va parler un petit peu de débogage de JavaScript. Donc je suis Christophe Jolivet, vous pouvez me suivre sur Twitter @jolivesc, me retrouver sur GitHub jolivesc aussi. Je travaille pour AppSeedTop, une société de services basée à Tours, et je suis aussi le fondateur et le leader du TourJug. Donc l'objectif de la présentation, ça va être de vous présenter quelques astuces pour vous aider à débugger votre JavaScript et puis utiliser un petit peu mieux les outils éventuellement qui sont à votre disposition, et notamment on fera les démos principalement sous les Chrome DevTools qui sont les plus avancés, mais il y a une partie des choses qui sont valides aussi dans un Firefox ou dans un IE, dépendant des versions. La meilleure façon de débugger le JavaScript, c'est de ne pas avoir besoin de le faire. Donc je vous rappelle, vous êtes des professionnels, vous écrivez du test quand vous faites du code, et le JavaScript, c'est aussi du code. Je vais avoir quelques démos. Vous pouvez retrouver le code pour les démos, si vous voulez rejouer avec le projet, sur mon compte GitHub. Alors, la première démo, c'est le classique Hello World. Voilà. Donc j'ai un input texte, je vais pouvoir taper... si j'ai le focus dessus, voilà, je vais pouvoir saisir Devox. Quand je clique tout ça Hello, il va afficher en dessous Hello Devox. Ça ne marche pas. Donc j'ai un bug. On va être obligé de débugger. Alors vous avez les outils de débugage qui sont disponibles ici sur le côté, outils de développement. Soit vous pouvez faire un clic droit pour faire un inspect sur les éléments. Donc vous allez retrouver la page HTML qui est affichée, et puis le script qui est fourni avec. Donc ici, j'ai un petit morceau de JavaScript qui va, avec du jQuery, qui va mettre la valeur dans un span, qui va mettre hello et concaténer avec la valeur de l'input name. Chrome m'offre la possibilité d'éditer directement mon JavaScript dans le navigateur. Vous pouvez aussi, si vous voulez, lui indiquer où se trouvent vos fichiers sur votre disque, et il fera aussi les sauvegardes. Vous n'avez plus besoin d'un éditeur de code à côté. Si vous avez fait du JavaScript il y a très longtemps, vous avez peut-être commencé comme moi. On faisait ça, des alertes. Donc, par exemple, ici, je vais faire un alerte pour vérifier que j'arrive bien à récupérer la valeur qui est dans mon input. Voilà, je sauvegarde, je clique. Effectivement, j'ai bien Devox. Donc, mon bug n'est pas là. Deuxième tentative, j'ai peut-être pas trouvé mon span. Donc, je vais vérifier que mon span récupère bien quelque chose. Mon sélecteur jQuery récupère bien mon span, et là, c'est le drame. J'ai un objet, je ne sais pas quoi. Alors, comme les outils ont évolué quand même au cours des dernières années, on a mieux que alerte, on a un truc qui s'appelle console.log. Hop, voilà. Donc si je fais ça, dans l'onglet console, je vais me retrouver avec le log de l'objet qui avait été sélectionné par jQuery. Et ça a l'air d'être mon span hello. Au passage, ici, je peux voir les modifications locales dans mon fichier, et on me propose un petit historique avec des diffs qui vont me permettre de voir qu'est-ce que j'ai fait changer dans mon JavaScript pour que ça fonctionne. Éventuellement le reporter après dans mon IDE si je n'ai pas branché mon workspace. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ici, c'est simplement qu'on ne met pas val, on met texte. Et à ce moment-là, ça marche. Le débugage ne vous dispense pas d'aller lire les API et la documentation de ce que vous allez utiliser. Donc, première chose, ne pas avoir besoin de le faire, faites des tests. Deuxième chose, lisez aussi la documentation de ce que vous allez utiliser, essayez de comprendre votre code. Faites pas de simples copier-coller depuis le web. Alors, le console.log qu'on vient de voir, il est un petit peu plus évolué. Donc, on va pouvoir faire des choses. On va réafficher la console, voilà. Donc, le console.log, c'est celui qu'on a vu, celui-ci, le simple pour afficher un message. Il est capable de faire de l'interpolation sur les strings. Donc, on va pouvoir lui donner %s pour des strings, on va pouvoir utiliser des numériques, mais on peut même aller plus loin en lui donnant carrément des objets JavaScript. Donc, à ce moment-là, dans la console, je vais avoir mon objet que je vais être capable d'explorer à l'intérieur pour voir les valeurs. Et je peux même, si je fais un document de getElementById, je peux récupérer un morceau du DOM et l'afficher dans ma console. Je vais pouvoir l'explorer. Et au passage, vous voyez que
la mise en surbrillance continue à fonctionner, comme lorsque je suis sur la vue élément de ce côté-ci. Voilà, on retrouve exactement le même morceau de DOM. Donc le console log va vous permettre de faire pas mal de choses déjà. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir créer des niveaux de log. Vous allez pouvoir faire un simple log, vous pourrez loguer des infos, des warnings, des erreurs, vous allez être capable de les filtrer en fonction des niveaux, ou vous pourrez les filtrer sur des expressions, avec même des regex. Alors, à noter que si vous mettez console log dans vos fichiers, c'est bien, vous voyez ce qui se passe dans votre navigateur. Si vous avez un IE8 et que les outils de développeurs ne sont pas ouverts, ça plante. Donc, ce n'est pas valide dans tous les navigateurs, il faut faire attention. Si vous avez à supporter des vieux navigateurs, évitez de faire des choses comme ça. La chose suivante, c'est qu'on va pouvoir grouper nos logs. Donc, il suffit de déclarer un console.group et puis de faire un groupe end. Et ça va vous permettre, je vais essayer de réduire un petit peu, voilà, pour voir le code jusqu'en bas. Ça va vous permettre d'avoir des petits groupes de logs comme ça avec des sous-niveaux. Et donc, vous allez pouvoir rentrer dans les blocs logiques et faire plus de détails en dessous. Vous pourrez éventuellement replier les logs pour plus de lisibilité. On a possibilité de timer des méthodes, si vous voulez quelques infos sur les durées des méthodes. Donc, il suffit de faire un console.time avec un flag, et vous faites un time end avec le même flag, et à ce moment-là, il vous affiche la durée. Ça fonctionne aussi sur des méthodes asynchrones, donc si vous pouvez faire les time end plus loin, n'importe quand, dans un autre fichier. Après le timing, on a les compteurs. Combien de fois je suis passé dans une méthode? On fait simplement un count avec un tag, un nom de compteur, et puis il sera affiché dans le log, et il s'occupe pour vous de faire l'incrément du compteur. On peut demander simplement à générer une trace sans être obligé de faire un console.error pour obtenir la trace. Et le dernier, il ne fonctionne pas dans un Firefox, celui-ci, c'est le console.table, et vous lui donnez un tableau, et il va vous générer à la volée un tableau avec les propriétés de vos objets, et puis un objet par ligne. Alors, il ne rentre pas dans les objets qui sont dans les objets, il ne fait pas le détail par contre. Si vous avez trop de colonnes et que vous voulez filtrer, vous pouvez utiliser la syntaxe qui prend un tableau en second paramètre avec le nom des propriétés que vous voulez afficher. Et à ce moment-là, on a filtré la propriété sociale. Donc ça, c'était pour la console. Donc je vous rappelle, interpolation, qui va vous permettre d'afficher des éléments du DOM et des objets JavaScript éventuellement. Et puis tout ce qui est mise en forme, compteur, timing de méthode, etc. On va parler maintenant des breakpoints, parce qu'à un moment ou l'autre, on va être obligé de mettre un breakpoint pour avancer pas à pas dans notre débugage. Donc il y a plusieurs types de breakpoints. On va voir les normaux, les conditionnels, les programmatiques, des breakpoints sur le DOM, sur les requêtes et sur les events. Donc pour les breakpoints, j'ai ici un bouton. Quand je clique dessus, j'ai un appel Ajax qui est fait et j'ajoute des choses, le résultat dans une liste. Donc, je peux l'appeler plusieurs fois. Si je vais voir dans mes sources ici, vous allez avoir le breakpoint classique. Vous cliquez simplement dans la marge et quand vous appuyez, vous arrivez sur le breakpoint. Alors, vous allez pouvoir vous poser des watch comme vous avez l'habitude de faire. Vous avez la stack, la call stack, la stack d'appel de votre breakpoint. Donc là, on voit, c'est un peu le bazar parce que j'ai une librairie jQuery. Donc j'ai pas mal de choses. Alors, le breakpoint est bien ici, mais avant, j'ai des choses de jQuery. On verra tout à l'heure, éventuellement, je suis perdu dans la librairie jQuery. On peut faire des choses comme on peut mettre en boîte noire ce qu'ils appellent black box le script, et à ce moment-là, il fait disparaître et il maintiendra que ce qui est à moi, que ce qui est dans les scripts qui ne sont pas blackboxés. Autre chose qui peut être pratique éventuellement, c'est l'async, parce que ici, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé, je sais juste que j'ai une réponse à un appel asynchrone. Et on peut cocher l'async, et à ce moment-là, alors je vais le libérer, et puis je relance un appel, hop, et à ce moment-là, je vais avoir tout avec l'origine, et je sais donc que ici, c'était que j'avais lancé ma requête moi-même. Donc, on a ces breakpoints. Ces breakpoints, on peut les rendre conditionnels simplement en éditant le breakpoint. Donc, par exemple, ici, le tableau data que je vais recevoir, il fait une taille 2. Si je fais un data.length
égale 3. À ce moment-là, je vais passer devant mon breakpoint sans m'arrêter. Si je le réédite et que je le remets à 2, donc ma condition sera remplie. À ce moment-là, je m'arrête sur mon breakpoint. Donc on a le breakpoint normal, le breakpoint conditionnel. On peut faire du breakpoint programmatique. Donc il suffit de lui ajouter debugger dans votre script. Et à partir de là, si les outils de debug sont ouverts, le script va s'arrêter sur ce breakpoint. Je vais enlever l'autre. Et voilà. Il s'arrête automatiquement sur le debugger si les outils de debug sont ouverts. On verra, celui-là, il nous servira tout à l'heure pour faire des choses un peu plus compliquées. Je vais recharger ma page voilà, pour être propre. Les autres types de breakpoint, par exemple, ça va être la modification du DOM. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a modifié mon DOM, qu'est-ce qui m'a rajouté des éléments dans ma page quand j'ai cliqué sur mon bouton. Donc, il suffit de demander à inspecter l'élément. Donc, je récupère ma liste. Et là, on a un break on. Donc, on a subtree modification et attribute modification. Donc, si je décide de mettre un breakpoint sur les modifications du subtree, quand je vais cliquer, je vais arriver au moment où on append sur mon élément. Alors, si on remonte un petit peu dans ma stack, ici, on voit effectivement que c'était moi qui décidais d'ajouter dans la liste. Donc, on passe 2 fois comme on a la boucle avec les 2 résultats. On va enlever le breakpoint. Un autre type de breakpoint, ça va être les breakpoints sur les requêtes. A priori, si je regarde mon network, j'ai des requêtes qui partent vers personne. J'aimerais bien savoir d'où viennent ces requêtes, qui les envoie. Alors, je peux chercher sur mon URL un peu partout dans mon code. L'autre solution plus simple, au niveau des sources, j'ajoute un breakpoint et quand l'URL contient personne, je décide qu'on va s'arrêter et du coup, si je clique sur le bouton, voilà, donc je suis arrêté, je suis dans jQuery. Si je remonte dans mon script, je trouve l'endroit où est fait ma requête. Dernier type de breakpoint qui peut être intéressant, ce sont ceux sur les événements. Donc on va pouvoir avoir tout un tas d'événements. Alors si vous regardez, hop, dans la console ici, quand je survole ma liste, vous avez le hover là, qui s'incrémente. Parce que j'ai un listener sur le hover de ma liste qui vient simplement faire un coup de log. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dire que sur les événements, on peut prendre tous les événements de la souris ou que les hover, on va prendre tous les événements de la souris, on va avoir des breakpoints. Et du coup, dès que je rentre dans ma page que j'ai un hover, je vais être arrêté sur mon breakpoint qui recevait l'événement. Donc ça marche aussi avec les clics et les choses comme ça. On va l'enlever. Voilà. Alors naturellement, dans le debugger, comme en Java, vous pouvez faire du pas à pas, vous pouvez rentrer dans les méthodes, sortir des méthodes, etc. Vous posez des watch aussi. Alors, après les breakpoints, vous devez savoir que le JavaScript a tendance à être asynchrone. On va faire des appels vers des serveurs et on aura des callbacks quand on aura les réponses. Et c'est une des difficultés qu'on croise au début quand on fait du JavaScript, c'est de bien maîtriser tout ce qui est aspect asynchrone. Et des fois, on ne voit pas qu'on a 2 asynchrones qui ne s'attendent pas. Ça marche très bien sur le poste du développeur et ça ne marche plus arriver en production parce qu'on a la vraie latence du réseau, les gens qui sont au bout d'un vieux modem, etc. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous voir la chose, soit vous installez un proxy sur votre machine et puis vous proxifiez vos requêtes, ce qui est assez lourd, parce qu'il faut réussir à installer le proxy, le configurer. Des fois, on n'a pas les droits d'admin sur les machines, etc. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, donc j'ai un bouton, je fais un appel Ajax, et derrière, ici, je log le nom de la conf. Donc si on regarde mon script, qui est très compliqué, donc c'est ici, je fais un appel Ajax vers mon serveur qui va me répondre, et puis 300 millisecondes après, je vais récupérer la valeur qui a été mise quand on avait reçu la réponse pour la loguer. Ça, c'est à pas faire, parce que si mon réseau est trop lent, je ne le verrai pas. Ce que vous pouvez faire pour le tester, vous utilisez le petit bouton là qui va vous permettre d'afficher les outils. Alors, on va recharger la page pour pas qu'il y ait le champ. Ah oui, attends. Voilà. Tac, voilà. Donc ici, vous avez le petit bouton Network, donc vous pouvez choisir d'être offline, et vous avez plusieurs types de débit avec des latences. Donc si je prends le débit GPRS avec une latence à 500 millisecondes. Quand je vais cliquer sur mon bouton, mon log est arrivé avant la réponse de mon serveur et du coup, je suis capable de voir mes problèmes d'asynchrone plus facilement.
Si vous voulez vraiment avoir des latences plus longues, il faudra vous rabattre sur un proxy. Hop. Dernier truc, les contextes et les consoles. Vous savez, JavaScript, c'est un langage dynamique. Et du coup, on va pouvoir faire pas mal de choses à la volée avec le langage. On va être capable de changer des propriétés, des valeurs, des choses comme ça. Alors, on va jouer un peu avec ça. Donc, ici, j'ai une page. Donc, si je clique sur mon bouton log hello, je vais afficher dans ma console hello, je suis Christophe. Alors, pourquoi? Simplement parce que ici, alors faites pas ça, c'est pas bien. J'ai un objet global. Je le fais uniquement pour la présentation. Avec une propriété name et une fonction, c'est hello, qui affiche hello, je suis et le name. Ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est j'ai accès ici à ma personne.name. Voilà. Donc éventuellement, je suis capable de changer mon personne.name. Voilà. À la volée dans ma page. Et quand je réexécute mon code, j'ai la nouvelle valeur. Donc ça va vous permettre éventuellement d'explorer vos valeurs quand vous avez des doutes sur votre bug. Je peux même aller plus loin, je peux carrément changer ma fonction. Donc par exemple, ici, je vais avoir personne. Alors, l'avantage, la console me fait aussi la complétion. Ça va être une fonction, console.log de by from plus this.name. Je ferme mon accolade. Voilà. Et du coup, si je réappelle, j'ai changé ma fonction. J'ai changé mon code à la volée. À partir de là, on va pouvoir faire des choses un peu plus compliquées, éventuellement. Donc, par exemple, j'ai ici une fonction qui fait un appel Ajax. Donc, j'ai un getJSON avec un callback qui va afficher le résultat. On va commencer par faire l'appel, voilà. Dans ma console, j'affiche mon tableau avec mes deux objets. On voit que le premier objet, il s'appelle John. Donc, même chose ici, quand je vais tenter de débugger ma fonction, je suis capable de mettre un point d'arrêt, d'invoquer. Et ici, j'ai le contexte de ma fonction actuellement. Donc, j'ai data, qui est mon tableau. Donc, je suis capable d'aller chercher le premier élément de mon tableau et de changer son nom. Alors, il s'appelait John, on va l'appeler Paul. Voilà. Et du coup, si je laisse filer mon code après, on va voir que dans le premier objet, il est devenu Paul. Donc même là, vous n'êtes pas obligé de modifier votre code côté back-end et puis de redéployer, surtout si vous avez un gros serveur qui est lent, qui prend 5 minutes. Vous pouvez vous permettre de corriger éventuellement à la volée les réponses de votre serveur pour tester. On va recharger la page pour remettre en état le code. Voilà. Donc j'ai mon log hello ici, et ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que j'accède à ma propriété name sur mon objet personne. Qui le fait? Quand Java, vous êtes capable de mettre des points d'arrêt sur les propriétés de vos objets. Ici, ça va être un peu plus compliqué. Alors ce qu'on peut faire, éventuellement votre objet peut être écrit en plusieurs lignes ou choses comme ça. Ici mon objet était déclaré en forme littérale, mais j'aurais pu faire un new object et mon newObject.name égale, à ce moment-là, le point d'arrêt serait sur la création de la propriété et pas sur son accès. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir se modifier le code à la volée. Donc là, j'ai une petite anti-sèche, parce que le code est un peu plus long à écrire. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare une fonction debugAccess qui va prendre un objet, une propriété, et puis éventuellement un booléen si on veut débugger aussi les get. On va se faire une copie de la propriété d'origine de l'objet, et puis ensuite on va définir une property sur l'objet qui va porter le nom qui était donné, et qui aura la fonction get et la fonction set avec le debugger que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de créer des points d'arrêt. En faisant ça, voilà, donc je mets ma fonction dans ma console pour la créer. Du coup maintenant j'ai un debugAccess qui est disponible. Je peux faire debugAccess de personne sur la propriété name et je veux débugger mes get aussi. Voilà. Et à partir de là, quand je vais faire un log hello, je vais arriver sur le point d'arrêt
qui est lié à la fonction que j'ai rajoutée, mais je suis capable de remonter dans mon script ici et de voir que l'accès à la propriété se faisait sur cette ligne-là. Ça va marcher aussi sur une modification. Si je suis ici et que je tente de modifier la valeur de la propriété, le point d'arrêt intervient, et alors là, on a juste une petite fonction anonyme qui est créée, qui va permettre à Chrome d'exécuter ce que je lui ai tapé dans la console. Donc on est capable vraiment de tout débugger, d'accéder à toutes les fonctions, les changer, mettre des choses. Alors, pour ces petites fonctions, parce que je ne débug pas que mon appli de démonstration avec mon anti-sèche pour mon code, on a un petit truc ici qui s'appelle snippet. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. J'ai quelques snippets. Donc, il y a le debug access que je viens de vous montrer, qui me permet de rapidement m'activer les fonctions de debug. Il y en a un qui est un peu plus complet, qui s'appelle stop before, qui va permettre éventuellement de se rajouter des fonctions de log, des log before ou log after quand on va rentrer dans des méthodes, si ça n'avait pas été prévu au départ. Ça vous évite aussi de modifier votre code dans vos fichiers et puis de le committer par erreur, surtout si vous supportez du IE 8 où ça plantera. Il y a des fonctions comme par exemple save, ça va me permettre de créer une fonction save dans ma console. Donc j'ai un objet personne ici que j'aimerais bien avoir en format JSON quelque part. Donc je peux simplement, alors il faut que j'exécute peut-être mon snippet de code avant, voilà. Ma fonction save, je la run, donc il va l'exécuter. Du coup, ici dans ma console, je vais pouvoir faire un console.save de personne. Hop, alors j'ai un debugger qui était resté, hop, voilà, je laisse filer. Et du coup, il m'a créé un fichier console.json qui contient, si je l'ouvre, voilà, le JSON de ma personne que j'avais dans mon JavaScript. Ok, donc là, on a fait des petites choses basiques en jouant dans notre application. Je vais retrouver les slides. Hop, voilà. Après, comment ça va se passer quand on va vouloir utiliser un framework? Ce qui va se passer, alors éventuellement, vous avez pas mal de frameworks maintenant qui vous donnent des plugins Chrome. Vous avez peut-être vu, j'ai Batarang pour faire du Angular qui vont vous permettre de voir des choses. Mais le framework peut aussi vous exposer des méthodes qui peuvent être pratiques. Alors on va le faire un petit coup avec Angular parce que c'est le plus utilisé. Je pense qu'il y a du monde dans la salle qui doit l'utiliser. Alors, j'ai ici une application Angular. Alors, je fais un coup de pub. Demain après-midi, on a un Hands-on Lab. Vous ferez ça pendant le Hands-on Lab. C'est un morpion en réseau. Voilà. Donc, on veut full stack, Mongo, Express et Angular. Par exemple, ici, je vais pouvoir décider d'inspecter l'élément qui est le tableau de la liste des parties. Donc voilà, il m'affiche le tableau de la liste des parties. Alors, il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré encore, c'est que vous avez un objet qui s'appelle $0 dans la console qui correspond à l'élément que vous venez d'inspecter. Donc, si vous cliquez sur un autre élément ici, par exemple, je vais prendre celui-ci, puis je vais revenir sur celui qui m'intéresse. Vous avez un petit historique. Donc, j'ai $1 qui doit être celui au-dessus que j'avais cliqué, et $0 qui est celui qui m'intéresse. Vous pouvez monter jusqu'à 4. À partir de là, je peux faire angular.element de $0. Angular va me le transformer en élément Angular, sur lequel je vais avoir des fonctions comme par exemple le scope. Avec ça, j'ai accès au scope qui est valide au niveau de mon élément HTML. Donc je vais pouvoir explorer ses propriétés, voir ce qui est dedans. Autre petite chose que je peux faire éventuellement, c'est que je peux récupérer l'injecteur et puis je peux lui demander de m'injecter des choses. Par exemple, dans l'application, on a un service qui s'appelle game. On va mettre une variable pour pouvoir le réutiliser. Voilà. Donc là, j'ai récupéré le service dans une variable, donc c'est une ressource Angular. Et du coup, je vais pouvoir éventuellement invoquer des fonctions qui sont dessus. Simplement. Bon, là, il me retourne un tableau vide. Si vous connaissez les ressources, vous savez qu'il vous retourne un tableau vide et puis il va le remplir après. Bon, il ne peut pas le remplir dans la console parce que on est coincé une fois que c'est affiché. Donc au niveau Angular, vous allez pouvoir débugger pas mal de choses. Il y a d'autres frameworks qui fournissent des outils un petit peu comme ça pour vous permettre de débugger. Donc on a vu un petit peu tout ce qui est débugage avec le DOM, les événements, les choses comme ça. On est dans un navigateur.
Et puis, on met du code maintenant côté serveur aussi. Et comment ça va se passer pour débugger côté serveur? Parce que je ne suis pas dans mon navigateur. Je voudrais débugger mon code qui s'exécute côté serveur. Alors pour ça, il y a un outil qui va s'appeler Node Inspector. Donc vous faites démarrer votre application. Donc ici, j'ai mon application qui est démarrée avec Grunt et une option de debug. Et à côté, j'ai démarré Node Inspector qui va me proposer une adresse sur laquelle je vais me connecter. Donc je l'ai ouvert avant. C'est un petit peu long au premier affichage. Et on se retrouve avec presque tous les outils qu'on vient de voir précédemment. Donc évidemment, il nous a enlevé les parties breakpoint du DOM, breakpoint sur les événements et choses comme ça parce que ça n'a pas de sens. J'ai accès à toutes les sources de mon application et puis à mon code. Et même chose, du coup, par exemple ici, si je mets un point d'arrêt sur la récupération du top 10 des joueurs, donc parce qu'on a dans l'application, voilà, on a un top 10 ici dans le bas. Donc si je recharge ma page, je vais avoir ma requête vers mon top 10. Donc là, ma page est bloquée. Et si je viens voir dans mon Node Inspector, j'ai bien mon breakpoint qui a fonctionné avec ma stack d'appels, mes variables locales et des choses comme ça. À noter qu'en plus, les débuggers JavaScript vous permettent d'accéder au contenu des closures. Donc si je laisse filer, voilà, ma page s'affiche correctement. Hop, voilà. Donc, avec un framework et côté serveur, donc Node Inspector si vous faites du Node. Voilà, il me reste 5 minutes si vous avez des questions. Oui. Alors les snippets, elles sont sur GitHub. Je suis passé un peu vite. Voilà, j'en ai piqué quelques-unes qui viennent d'ici. Donc chez Paul Irish où il y a DevTool snippets. Oui. Alors, comment on fait sur Firefox ou sur IE8? Alors, on peut... il y a des choses qui fonctionnent. Je suis en train de perdre le micro. Ah, pardon. Il y a des choses qui fonctionnent. Donc, dans Firefox, les choses que j'ai pas vu fonctionner dans Firefox, ce sont, par exemple, les consoles pointables. Mais tout le reste fonctionne. Sur IE, j'ai pas trouvé... Alors, j'ai testé avec des IE11. Il n'y a pas les tables, il n'y a pas les breakpoints sur les modifications du DOM et les modifications les événements, notamment. Et éventuellement, on peut tester l'application dans un Chrome et après revenir et vérifier que ça a bien marché avec IE. Mais c'est vrai qu'on est encore un peu en retard au niveau de ces outils-là. À noter aussi, possible de lancer Chrome avec un mode distant, débugage distant, et vous pourrez vous connecter sur un Chrome qui tourne à distance pour le débugger. Alors, le console.log, je ne sais plus exactement. Est-ce qu'il fait planter IE si le debugger n'est pas ouvert? Il me semble qu'on a une erreur qui s'affiche carrément, c'est violent. Ouais. Dans IE8. Après, c'est supporté. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, je fais plus de support d'IE8. J'ai cette chance-là. Normalement, ouais, le debugger sera une define et ça ne posera pas de problème. Merci. Ouais. Ouais. Alors, quand on a des scripts minifiés, comment on fait? Il y a une fonctionnalité que je n'ai pas montrée qui s'appelle les source maps. Donc, on va exposer les source maps, on va faire générer les source maps côté serveur. Et Chrome est capable d'aller chercher les source maps pour vous afficher le vrai code et vous permettre de débugger. Est-ce qu'il reste des questions? Plus de questions? Je vous remercie. Et bonne fin de conférence. Le Watch Expression,